Quand tu ne travailles pas, il y a problème. Quand tu te lèves le matin pour gagner ton pain, ce n'est pas évident que tu puisses l'obtenir. Quand tu as du travail aussi, il y a problème. Tout simplement parce que le salaire n'est pas à la hauteur de ton attente. Mais plus grave, c'est que sur les lieux de ton travail, censé te faire épanouir, tu fais face à des difficultés. Ta vie est en danger parce qu'à aucun moment des dispositions ont été prises pour que tu sois préservé de ce qu'on appelle aujourd'hui l'accident de travail. Quand il y a accident de travail, que dit l'inspection du travail? Quand il y a accident de travail, que dit la loi? Pour répondre à ces différentes préoccupations, nous avons baladé nos caméras. Voici le résultat. Et juste après cette enquête, l'occasion nous sera donnée de faire le tour de la question avec des personnes de ressources de qualité. Bonsoir. Yopougon Ndokwa. C'est dans ce modeste et exigu de pièces que vit Yao. Son épouse, ses enfants mais également la famille de son défunt frère. Ange, son neveu de 25 ans, est cloué au lit depuis son accident sur son lieu de travail. Au niveau de ta santé, comment ça va? J'ai mal au niveau de la poitrine. Parce que c'est là que les trucs sont tombés, les briques sont tombées sur lui. D'ici jusqu'ici. Il faut chaque matin le soulever, aller aux toilettes. Bon. Mais tu sens que ça s'améliore de jour en jour, hein? Oui. Okay. Ce jeune bachelier travaillait en tant que manutentionnaire à Industrap, un industriel spécialisé dans la transformation de plastique et de produits chimiques. Mais le 14 juin, un drame s'est produit. Le mur de leur magasin de stockage s'est effondré. Faisant ainsi 3 morts et 5 blessés. Ange faisait partie des survivants. Il en garde quelques vagues souvenirs. Il était 16h10 par là. J'ai vu le mur bouger. Et ensuite, je me suis réveillé, j'étais dans une voiture pour l'hôpital. C'était le mercredi 14. J'étais ici quand vers 18h on m'a appelé. La chose s'est passée depuis 16h. On m'appelle pour dire qu'il y a un accident. Et c'était son ami de classe qui l'a amené à l'entreprise. Et c'est lui qui m'a appelé pour dire qu'il y a eu un accident de travail. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est un mur qui s'est effondré sur eux. Je n'ai pas coulé des larmes, j'ai pleuré. J'ai coulé des larmes, c'est petit. Parce que tout le monde autour de lui est mort. Si lui, il est resté, c'est Dieu qui m'a fait la grâce. Et donc j'ai dit beaucoup merci à Dieu d'abord. Mais j'ai pleuré pas parce qu'il était blessé, mais pour la situation dans laquelle il était. Un étudiant ne doit pas être à la zone. Ange est encore sonné par ce qui s'est passé. Il en sort avec une fracture à la jambe. En repensant à l'accident et de leur avenir, sa mère est étreinte par l'émotion et la douleur. Je pleure pour ma maman, je ne pleure pas à cause de moi. Pourquoi? Parce qu'à mon âge, je devais au moins pouvoir aider ma maman. Qu'elle continue de m'aider. C'est un peu dur. Une chance d'être en vie, mais c'est un salaire de 100 000 francs CFA sur lequel il doit faire une croix. Selon certains chiffres, 80 à 90% sur 100 des travailleurs du secteur privé de notre pays ne sont pas déclarés à la CNPS. Ange lui a de la chance, son employeur paye convenablement ses cotisations sociales. Conséquence, la Caisse nationale de prévoyance sociale a tout de suite pris en charge la totalité des soins médicaux. Bon, je suis allé me renseigner au niveau de la prise en charge. On me dit que c'est la CNPS qui se charge de tout. Je suis allé dans leur bureau, effectivement, ils me disent que c'est eux qui font tout et que tous les papiers étaient déjà prêts. Mais une question demeure. Que fait l'entreprise pour cette victime? Ce que nous déplorons, surtout, c'est le manque d'humanisme de
de la part des patrons de mon fils, qui depuis l'accident ne sont pas encore arrivés ici. C'est des êtres humains qui ont été touchés. Certains sont décédés, ils sont partis. Mais pour ceux qui sont blessés, je ne sais pas s'ils sont à l'oubliette, mais personne n'est venu. Et là, c'est un peu, ça m'indigne. Mais au-delà de ces couleurs sombres, ce tableau noir que lui impose la vie et cet accident qui vient chambouler ses plans, Ange ne perd pas espoir, il est conscient qu'un nouveau soleil se lèvera sur sa vie. Ce n'est malheureusement pas le cas de plusieurs autres victimes et de leurs parents. Le 14 juin 2023 restera une date sombre dans l'histoire des employés de Industrap et de leurs familles. Mais que s'est-il réellement passé ce jour-là? S'agissait-il d'une négligence et d'un manque de suivi des règles de sécurité par les responsables d'Industrap? À l'heure actuelle, les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités comme l'indique le communiqué officiel de la société. La direction générale d'Industrap tient à rappeler qu'une enquête des autorités administratives est en cours, de même qu'une enquête interne pour identifier les causes de cet accident malheureux. Après quelques relances, nous sommes contactés par les responsables d'Industrap. Nous les retrouvons à Yopougon, derrière le 16e arrondissement. Le directeur des ressources humaines est accompagné d'une forte délégation. Le cri de cœur de M. Yao a presque été entendu. Ce jour-là, ils sont venus apporter leur soutien à une des victimes de l'incident et lui offrir un fauteuil roulant. Les nouvelles? Les nouvelles, comme vous le savez, on a eu un accident chez nous, un accident de travail, et il y a eu des blessés, parmi lesquels se trouve votre fils. Donc la direction nous a chargés, n'est-ce pas, de venir voir son état, et surtout l'assister et lui présenter toute une compassion, n'est-ce pas, notre soutien, parce que c'est nos enfants, hein, ça fait plus de 15-16 ans qu'on est ensemble. Ça nous rassure. Parce que si on ne les voit pas, même si c'est au téléphone, mais si on ne les voit pas en personne, on n'est pas soulagé. Hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir de les voir, collègues, les patrons. Franchement, je sais qu'au moins il y a des gens avec nous. La grande sœur de la victime, qui souhaite rester anonyme, demeure cependant inquiète de l'état de son frère et espère une guérison. Il a eu une blessure à la tête et le pied cassé. Lui, il a eu le plus grand choc. Donc, je sais que ça va aller, mais actuellement, c'est un peu trop tôt pour se prononcer. Impossible pour la victime de se déplacer. Sa sœur nous conduit dans sa chambre où nous le retrouvons couché le pied dans le plâtre. Il nous explique ce qu'il a vécu. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc j'ai demandé aux dames qui étaient là, aux infirmières, qu'est-ce que je fais ici, je suis où? Ils m'ont dit à l'hôpital. C'est toi qui m'a dit, bon, donc tu ne sais pas où tu es, dit non. Là, on m'a expliqué brièvement que non, c'est un mur qui est tombé sur nous au travail. Pour le responsable des ressources humaines d'Industrap, les victimes peuvent compter sur leur soutien. L'affaire Industrap vient remettre au cœur de l'actualité les conditions de travail et de sécurité dans les zones industrielles, mais également celles des accidents de travail. Comment vit-on après ces drames? Que faire dans ce cas-là et vers qui se tourner? Que dit la loi et comment prévenir ces accidents parfois mortels? Dans ce document, nous nous sommes intéressés à ces malchanceux dont la vie du jour au lendemain s'est vue bouleversée à cause d'un accident de travail. Depuis 3 ans, la vie de Seba, 24 ans, s'est transformée en un véritable cauchemar. Aujourd'hui, elle se résume à des allers-retours entre le CHU de Cocody et la maison de son frère à Anono, où désormais il habite. C'est d'ailleurs de l'hôpital qu'il revient lorsque nous le retrouvons ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Mais ils vont programmer un greffe en juillet, mais ils n'ont pas donné la date.
Une grève, c'est bien ce que craignait son frère aîné qui, depuis l'accident, l'accompagne au quotidien. Ça cicatrise N'est-ce pas pas? vite, quoi. Oui, oui. Le pied, ça fait véritablement, je peux dire, 4 ans. Il y a eu 2 doubles fractures où l'os même est sorti avec déchiré la chair. Donc ils ont fait une greffe d'abord de muscle pour que ça puisse fermer l'os qui était sorti. Puis après ça, bon, on a attendu, ils ont mis un fixateur pour attraper les os qui étaient déboîtés. On a attendu 1 an avant qu'ils vont enlever le fixateur. Après ça, on a fait une greffe pour essayer de fermer la peau qui est ouverte. Ça n'a pas marché. On a repris une deuxième greffe. Bon, ça a échoué encore. Actuellement, là, on va faire les pansements pour ne pas que la plaie s'infecte. Mais il y a plus grave, où trouver les moyens pour faire face à une telle dépense, qu'on a des arriérés de loyer impayés et qu'on est menacé d'expulsion. Moi-même, je n'ai pas de revenus en tant que tel. Depuis l'accident, il fait pratiquement 2 ans, je ne travaille pas. Donc, c'est une solidarité africaine qui nous a permis de résister un peu. Et les cousins, les grands frères du quartier, d'autres ont pitié, ils donnent 2000, il faut faire ton transport. Bon, actuellement, là, ils disent que la grève va payer 50 000 plus les ordonnances. Ils ne savent même pas comment ça va se passer d'abord. Bon, au moins, c'est de la main de Dieu. Quand on fait la greffe aussi, on ne doit pas marcher. On me permet au moins de garder le pied en haut pendant 2 semaines ou 3 semaines. Il ne marche pas, il prend les béquilles. Pour me rendre à l'hôpital, c'est compliqué parce qu'à chaque fois, il faut prendre un taxi compteur pour que je puisse rentrer et puis venir. Je ne dois pas prendre un woro ou bien tic parce que là, la pied ne doit pas toucher à terre. Une autre question demeure. Comment est survenu ce drame dont Seba porte encore les stigmates et qui a littéralement chamboulé la vie de ce jeune homme? Un bon jour comme ça, on était là à travailler dans le magasin, tout se passait bien. Et qu'il y a un Chinois aussi qui était là, il soudait les fers. Voilà, donc il y a eu une explosion dans le magasin. Et quand tellement le bruit, quand l'explosion, ça projetait les fers. Donc il y a un gros fer aussi qui est venu tomber sur mon pied pour casser le pied. Bon, je ne peux pas soulever le fer plus que je ne peux pas. Moi, je ne peux pas soulever le pied. Donc, le feu venait vers moi. Je ne pouvais plus courir. Les images prises juste après l'incident sont glaçantes, terrifiantes. Seba n'est pas déclaré à la CNPS par son employeur. Il est payé à la journée au noir. Son cas était grave, il fallait l'évacuer. Et la société nous a dit non, qu'ils ont une clinique qui s'occupait de leurs malades. Donc nous, on a cru que c'était vraiment une bonne chose. Bon, on l'a évacué sur Abidjan, on allait dans leur clinique. Après 2 semaines, ils nous ont fait comprendre qu'ils n'ont plus l'argent pour s'occuper de lui. Alors qu'il avait 2 fractures ouvertes, il n'y a pas eu opération. Sa peau, tout son visage est fermé, il n'y avait rien, il ne voyait pas clair. Tout. Aujourd'hui, il est incapable de travailler et son frère a tout abandonné pour se consacrer à lui. Mais le plus difficile pour Seba, c'est d'accepter ce nouveau physique et faire face au regard de la société. Les gens te critiquent, tu es assis là, tu attends que les gens murmurent à côté de toi. Bon, ouais, le jeune, comme ça, bon, c'est difficile de vivre ça. C'est difficile, mais on oublie de faire. Aujourd'hui, je suis à Nono, ceux qui sont au quartier ici, ils sont déjà habitués. On cause, on me voit chaque fois. Mais quand ils sortent du quartier un peu, tous ceux qui me voient là, les gens même peuvent s'arrêter pour te regarder. Souvent, tu as du mal à marcher, toi-même là, tu es obligé de t'arrêter, sinon tu vas tomber. Les regards même là, toi-même là, tu peux. Si on va regarder ça aussi, on ne va pas sortir, on oublie de cacher dans la maison. Nos tentatives de rentrer en contact avec son employeur sont restées sans réponse. On va me comprimer la yep. Toujours dans le quartier d'Anono, nous retrouvons Séverin Nguessan, un ancien éboueur. Il travaille pour l'une des 2 entreprises chargées de la collecte des déchets dans le district d'Abidjan, Iko et Burni. Mais depuis maintenant 2 ans, Séverin passe ses journées à la maison avec ses enfants. Il a été victime d'un accident grave alors qu'il était en pleine activité. Le problème, c'est fini même. Il reste 2 seulement. Voilà, il reste seulement 2. Ouais, c'est... Si ça marche à l'heure, là, sans les comprimés, je ne peux rien faire. Donc, voilà.
Donc souvent, le docteur me dit, c'est quand ça me fait très mal là, de prendre. Et en ce moment? Bon, en ce moment, ça me fait très mal. Voilà. Avant, moi, j'arrivais à me séparer un peu de la ceinture pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais dans 2 jours là, ça fait au moins 1 semaine que je dois rester à la ceinture du matin au soir. C'est quoi la ceinture? Bon, la ceinture, c'est suite à l'accident de la hanche. Voilà. Voilà, Vous m'expliquer un peu? Ok. Si vous connaissez bien les gros bacs là, les gros caoutchoucs, on met les poubelles dedans, voilà, le 1100. Ça, je suis détaché de la voiture, c'est tombé sur moi. Le 15 août 2021. C'est tombé sur moi. Quand c'est tombé sur moi, j'ai entendu un bruit dans ma hanche. Voilà, c'est suite à ça, j'ai fait ma première radio à Ndokwa. Le gars m'a dit que si c'est un déchirure interne, si je ne traite pas, ça va me causer problème. Après ça, j'ai fait 2 scanners. Au bout de plusieurs mois de traitement, il est déclaré inapte pour l'emploi qu'il exerce. Le médecin recommande à son employeur qu'on l'affecte à un autre service qui demande moins d'efforts physiques. Mais contre toute attente, Séverin est licencié. Aujourd'hui, il a du mal à joindre les deux bouts et à faire face aux besoins de sa famille. Y'a quoi? Tu bois Yahoo? Tu bois Yahoo? Tu as mangé matin, non? Hein? Tu as boire Yahoo encore? C'est pas facile. Aujourd'hui, je ne peux pas travailler. Si madame ne va pas au marché, on ne mange pas. Si madame ne fait pas, on ne peut pas payer la maison. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. Elle lui dit beaucoup de merci. Mais il ne compte pas baisser les bras. Malgré les années, la colère contre son ancien employeur ne désemplit pas. Cette veste, vous voyez très bien que c'est pour épée brûler. Moi, j'ai payé cette tenue à mon propre argent parce qu'ils m'ont coupé sur mon salaire. Donc aujourd'hui, le combat continue. Le combat continue. Je prends cette veste pour dire au monde entier que nous sommes dans un combat. Son état de santé fragile ne l'a donc pas empêché de mener une bataille juridique pour faire respecter ses droits. Et dans ce combat, il n'est pas seul. À quelques minutes de marche, nous rejoignons un collectif d'anciens employés d'Eco et Burné. Les gars, mettez. Le général. Cisco, nous sommes au QG des victimes. Voilà, QG des victimes. Et tous ces personnes que vous les voyez, ce sont les victimes. Voilà. 9 sont présents aujourd'hui. Entre les victimes d'accidents de travail, de licenciements abusifs, les victimes sont en colère et se sentent oubliées, abandonnées par leur employeur. Elle a eu 2 fois accident. Voilà, et voilà, 2 fois accident. Et voilà, la première accident, ça a été opéré. Et deuxième fois, voilà, ça a été opéré. Voilà, suite à ça, ils ont mis fin à son contrat. Bon, lui, il a eu l'accident le 1er janvier 2000. Le 1er janvier 2022. Voilà, 2022. Voilà. Voilà, c'est la plaque métallique. Dedans, il y a une plaque métallique. Le docteur a dit que non, on devait m'enlever dans 6 mois ou 1 an. Actuellement, ça fait 1 an plus. Et ils n'ont pas encore enlevé? Ils n'ont pas encore enlevé. Ben, ils m'ont licencié en avant ça. On nous dit que non, on ne veut pas travailler, que non, on veut partir à l'Hexagone. Mais si chez toi-même, là, tu es esclave là-haut, tu fais comment? Chez toi-même, on te traite comme un esclave. Tu fais comment? Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent vérifier pour voir la situation des travailleurs? Parce qu'aujourd'hui, je deviens une victime d'abord de la société parce que sur le plan social, je vis avec ma maman de 78 ans. C'est moi qui paie la maison, il fait tout. Aujourd'hui, il ne peut rien faire. Je suis là. Je deviens une charge sociale pour la société premier. Non, d'abord pour ma famille, d'abord premier. Et puis pour la société en second. Maintenant, et après, ça devient combat. Certains crient à l'injustice et en appellent à l'action vigoureuse de l'État. C'est-à-dire que la chose la plus triste, voici des entreprises qui viennent en Côte d'Ivoire, qui mâchent, qui empiètent, qui piétinent les lois ivoiriennes. Et puis, ça ne chauffe pas. Ils sont très à l'aise.
Ils nous narguent encore pour mettre dessus. Parce que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est-à-dire qu'à la limite, c'est de la frustration à tous égards. Et ils veulent coûte que coûte faire entendre leur voix et pousser l'employeur à les dédommager. Et pour ce faire, ils comptent entreprendre de nombreuses actions, d'où l'importance de cette rencontre. Je pense que la démarche à suivre, on va aller vers eux, on va aller parler avec eux, on va dresser des courriers. S'ils veulent nous recevoir, gloire à Dieu, on va aller s'asseoir, on va discuter avec eux. S'ils ne veulent pas que ça n'arrive là, peut-être que je pense qu'au cas échéant, on va appeler peut-être les autres victimes à nous rejoindre dans la lutte. Et puis ça serait un sitting, grandeur nature, devant l'entreprise. Auront-ils gain de cause? Quels sont les moyens de recours si l'employeur refuse toute négociation? Pour faire toute la lumière sur cette affaire, nous adressons un courrier aux responsables d'Eco et Burnie. Nous n'aurons aucune suite de notre demande d'interview. Je suis Mendy de Live TV, je suis bien à Eco et Burnie. Oui, monsieur, vous pouvez nous rappeler à 13h, c'est la pause. À 13h, c'est la pause. D'accord. À maintes reprises, nous les appelons. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je suis monsieur Mendy. Je vous avais appelé à midi, vous m'avez demandé de vous rappeler. D'accord. J'ai transmis l'information à mon supérieur hiérarchique. Et il a dit que le DG sera pas là. Il sera là la semaine prochaine. D'accord. On peut rappeler la semaine prochaine. Mais impossible de parler à un responsable, malgré notre insistance. Une demande qui sera classée sans suite. Nous n'aurons donc pas leur version des faits, et en attendant, les employés sont également laissés pour compte. Mais alors, face à un employeur indifférent, quelles sont les voies de recours? Comment faire valoir ses droits lorsqu'ils sont bafoués par les employeurs? Fabrice Eouman est juriste et enseigne le droit dans une université privée. Avec lui, nous avons essayé d'en savoir plus sur les accidents de travail. D'abord, c'est un accident qui survient par le fait du travail ou à l'occasion du travail. C'est un accident également qui survient pendant le trajet du travail. Ça s'appelle les accidents de trajet. Donc, vous quittez le domicile. Au moment où vous fermez votre portail, que vous descendez, jusqu'à ce que vous arrivez sur le lieu du travail, si un accident survient, vous êtes pris dans le champ couvert par les accidents de travail. C'est vice-versa. Donc, ensuite, ce sont les accidents qui surviennent lorsque vous êtes en mission aux frais donc, de votre employeur. Voici donc que ce soit pour le fonctionnaire ou pour le salarié privé, les hypothèses d'accidents de travail que nous connaissons actuellement conformément à notre législation. Mais quelles sont les obligations de l'employeur vis-à-vis de son employé victime d'accident de travail? Qui est censé prendre en charge les soins médicaux? Si vous êtes employé dans l'entreprise de monsieur X, dès lors que l'accident survient sur le lieu de travail, par exemple, ce dernier est tenu de déclarer l'accident à la CNPS, donc Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais la victime elle-même, ou son représentant, ou ses ayants droit, ont la capacité de déclarer l'accident à la CNPS dans un délai de 2 mois à compter de la survenance de l'accident. Ce qui va être important, la chose qui va être importante à faire, c'est de constater l'accident. Donc, si c'est un accident de trajet, vous êtes obligé de faire constater par les services de police ou de gendarmerie. Qui est censé prendre en charge les soins médicaux? Lorsque, du fait de cet accident de travail, vous avez subi ce qu'on appelle une incapacité partielle permanente, en ce moment-là, vous bénéficiez de ce qu'on appelle une rente. Qui paye cette obligation? Alors, la rente est payée par la CNPS. Vous cotisez à cet effet, hein, la rente est payée par la CNPS. Alors, pas d'obligation. Non, l'entreprise, ce n'est pas l'entreprise de payer la rente, non. La rente qui est versée au titre d'une incapacité partielle permanente, c'est versé par la CNPS. Pas par l'employeur, c'est la CNPS. Il faut bien que les gens comprennent cela. C'est la CNPS qui fait, quand vous regardez dans la loi de 1999 sur le Code de prévoyance sociale, c'est clairement dit. C'est une prestation financière qui est due aux salariés victimes d'une incapacité partielle permanente de travail. C'est dû par la CNPS. Pourtant, le tableau est noir. En 2022, la CNPS a annoncé enregistrer plus de 8000 accidents de travail. Et les coûts de réparation sont tout aussi importants.
Ce sont plus de 200 milliards de francs CFA qui sont dépensés chaque année dans la prise en charge des accidentés de travail. La CNPS tente de sensibiliser sur la question en menant des actions fortes tous les ans. Dans sa politique Vision Zéro Accident, les acteurs de la prévoyance sociale ont réussi à réunir une centaine de chefs d'entreprise pour redéfinir les bases. En Côte d'Ivoire, on a environ, pour la CNPS, on a environ 6 000 accidents du travail qui sont enregistrés chaque année, qui en termes de coûts de prise en charge sont environ à 8 milliards de francs chaque année. Si vous rapportez ça aux entreprises, on a pratiquement 4 fois plus en entreprise. Donc vous avez des lots de 35 à 40 milliards qui sont dépensés par les entreprises pour des problèmes qu'on aurait pu éviter par de la prévention. Des jeunes au visage méconnaissable qui devront supporter à vie des regards inquisiteurs et des rires moqueurs. Des travailleurs autrefois solides sont désormais déclarés invalides et appelés pour toujours à vivre au crochet d'autrui. Des enfants devenus orphelins, des femmes veuves, des parents en larmes pour avoir perdu un proche dans un accident de travail, pendant que des employeurs restent silencieux, absents. Tous ces malchanceux accidentés qui ne savent à quel sein se vouer, crient tous ensemble, il y a problème. Beaucoup d'eau, beaucoup de salive ont coulé ces temps-ci concernant donc ces accidents qui sont devenus récurrents. Un accident de travail aujourd'hui en Côte d'Ivoire est devenu un fait banal. Vous, en tant que responsable de syndicat, vous êtes donc responsable. S'il y a un syndicat, c'est qu'il y a des syndiqués. Est-ce que vous êtes conscient du danger que courent les différents travailleurs? Je voudrais vous dire merci, John. Effectivement, nous sommes très conscients de la situation qui prévaut. Au quotidien, nous étions informés des violations des droits des travailleurs, de façon générale. Mais nous avons vu aussi des accidents de travail qui, apparemment, ne disent pas grand-chose. En dehors de la CNPS qui prend en compte le sinistre, mais ça passe inaperçu. Nous disons que c'est inadmissible. Parce que, pour nous, mieux vaut prévenir que guérir. Or, il se trouve que dans toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, ou du moins la quasi-totalité des entreprises de Côte d'Ivoire, le matériel coûte plus cher à l'employeur que la vie des travailleurs. Et c'est ça qui nous écoeure. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois on vous appelle pour vous dire « Ah, il y a un travailleur qui a le pied sectionné. » Et puis, voilà, on l'enlève là, et puis bon, le travail continue comme si de rien n'était. La suite, ça ne dit rien à personne. Docteur Vanier Bita, avant d'intervenir en tant que médecin, à quel moment vous les prenez en charge, tous ceux qui sont donc victimes de ces accidents de travail? En tant qu'être humain, déjà d'apprendre ou de connaître la souffrance d'un homme, il y a l'empathie, il y a la souffrance qui est transcrite en tant qu'être humain, et il y a la question maintenant de qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter d'en arriver à cette situation. Je voudrais juste préciser que moi j'interviens en tant que médecin spécialiste en santé au travail et que la question de l'accident de travail est une question cruciale en termes de prévention qui doit amener chaque entreprise, comme a dit M. Indri tout à l'heure, à mettre tout en œuvre pour éviter que l'accident arrive. C'est des mesures d'évaluation de risque, c'est des mesures de prévention et c'est des mesures qui doivent justement empêcher que cet accident arrive. Mais malheureusement, lorsque l'accident arrive, il faut savoir réagir en toute responsabilité en tant qu'employeur pour accompagner la victime qui est victime d'un accident. Donc je vous dirais qu'en tant qu'être humain, c'est d'abord de la compassion. Ensuite, si on est dans une situation de répétition, il y a de la révolte, il y a de l'interrogation, il y a qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher et freiner l'évolution de ce genre de phénomène. C'est vraiment la question qui se pose. Qu'est-ce que vous dit votre métier dans ce cas précis? Alors, le médecin a une obligation de moyens, une obligation d'intervention. Le médecin du travail est en contact direct avec les employeurs et les employés. Il est l'intermédiaire entre les deux. Il doit être le meilleur conseiller pour l'un comme pour l'autre et l'intervenant direct dans le cas d'un accident de travail. Il faut juste retenir que le travail, il est codifié. Il y a un code du travail en Côte d'Ivoire qui gère l'activité professionnelle, y compris dans le milieu privé. Alors, ce code du travail
dit bien que lorsqu'il y a un accident du travail, les 24 premières heures sont à la charge et dédiées à l'employeur. C'est lui qui doit tout mettre en œuvre pour secourir son personnel. Donc le médecin qui est en première ligne doit être en capacité d'intervenir, de guider la prise en charge efficace et efficiente de la personne qui est victime de l'accident de travail. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Vous appelez comment? Diabaté Alima. Alors, depuis qu'on a commencé cette émission, j'ai du mal à trouver des mots parce que votre visage est l'illustration parfaite, mais vraiment de la souffrance. Je sens quelqu'un qui est complètement perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari, le défunt Tano, Jean-Hervé, travaillait à Éco-Burné. Il a été tué à Éco-Burné par un camion. Et depuis, au moment de l'accident, moi, j'étais nourrice. J'avais accouché par césarienne 3 jours après mon mari est décédé. Donc je ne pouvais rien faire. Ce sont mes beaux-parents paternels qui se sont occupés des funérailles. Et Éco-Burné a décidé de prendre les funérailles en charge. Et après les funérailles, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour les enfants. Bon, ensemble avec la famille, ils se sont concertés, ils ont mis un projet en place avec le consentement de Éco-Burné. Jusqu'à aujourd'hui, quand on les appelle, ils ne font pas. Ils nous font balader. On nous met ici, on nous met ici. Moi, actuellement, j'ai des enfants à bas âge. J'ai 3 enfants. Le premier a 8 ans, le deuxième a 5 ans et la dernière a 1 an. En tout cas, c'est moi je fais tout pour les enfants. Il n'y a pas de soutien. Et quand on appelle les gens de Éco-Burné, ils ne nous disent rien de concret. Je vais dire qu'au départ, ils étaient partis sur une bonne voie parce qu'ils ont pris quand même en charge les funérailles. Ils ont demandé qu'est-ce qu'eux ils pouvaient faire à leur niveau. C'est déjà une bonne intention. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Vous savez, il y a des employeurs qui engagent des gens, mais ce n'est même pas leur problème que l'employé même ait une petite migraine. Ce n'est pas son problème. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va gagner à la fin du mois, à la fin de la semaine. Mais eux, au moins, ils ont été humains. Donc je pense qu'il va falloir l'accompagner. Je voudrais dire, est-ce que ce n'est pas une façon d'apaiser la famille dans un premier temps? Est-ce que seulement c'était sérieux de dire on va faire? Parce que si c'était sérieux, qu'est-ce qui empêche? Oui, mais moi je ne veux commencer aucun procès d'intention. Moi, tout ce que je demande, ce que je souhaite, comme vous venez d'apprendre cela, parce que je vais dire que vous jouez un rôle très important. Absolument. Je souhaite, c'est un souhait, que vous puissiez accompagner la jeune dame, contacter donc, parce que vous savez, tout projet ne prospère que quand on sait le nom de la personne qui le porte. Absolument. Le poids que vous avez en tant que responsable d'un syndicat n'est pas le même qu'une mère qui a perdu son mari et qui a des difficultés. Elle a déjà beaucoup de problèmes, elle. Donc je souhaite que... Je voudrais m'engager. Merci. Est-ce que je vous l'entends? Voilà. À aider la famille, à entrer en contact avec les responsables de l'entreprise et savoir qu'est-ce qu'il en est. Et après cette discussion, venez nous faire le point et puis on va avancer. Moi, c'est Naounou Liliane Anne. J'étais victime d'accident sur la route pendant que je travaillais. Et pendant que j'étais malade et suivi par la CNPS, je ne suis même pas encore guéri de ma blessure, le ressources humaines m'appelle de venir mettre fin à mon contrat. Et j'ai posé la question. Pendant que je suis blessée, on me renvoie sans motif. Elle m'a dit non, que la loi de la Côte d'Ivoire dit si tu as travaillé dans une société comme Éco-Burné et que tu as fait 6 mois à la maison, ils sont obligés de te licencier. J'ai dit, mais comment? Avec la blessure que je porte au pied, je ne suis pas encore guéri, je ne peux pas aller travailler. Donc, comme j'ai fait 6 mois à la maison, et elle me renvoie. Moi, c'est Dieu-Ma Dépôt Viviane. Je suis aussi victime de l'accident de Éco-Burné. Avec ce bras-là, Éco me licencie sans droit. Il me dit qu'il y a duré à la maison, de rester à la maison. Pourtant, à l'hôpital, tous les papiers qui sont fournis, on les donne. Mais c'est pas là la CNPS, il dit que c'est la déclaration, comme ce que mon frère a dit, c'est la déclaration seulement qui est là-bas. Tous les papiers qu'on leur donne, les gars ne déposent pas. Maintenant, il leur a dit, bon, si c'est comme ça, allez devant mon docteur pour lui dire que je suis licencié. Et puis il va vous montrer maintenant tous mes papiers. Maintenant, au service qu'il est, je suis parti, ils m'ont donné tous les papiers. Je vais leur montrer que voilà, je ne peux pas travailler pour le moment. Oui, rapidement. Ok, par rapport aux arrêts là, je dirais très bien que les arrêts sont acheminés. Parce que plus qu'il y a une dame au niveau du service qui s'occupe spécialement des documents de la CNPS.
Après, le médecin traitant, quand il nous donne les documents, c'est à elle directement qu'on remet. Normalement, c'est elle qui doit acheminer là-bas. Mais, à notre grande surprise, quand on arrive là-bas, moi je suis déjà parti à Cocody. On me dit que mes arrêts ne sont pas arrivés là-bas. Je viens vers elle, je la demande, elle dit c'est plus à mon niveau. J'ai quand même du mal à comprendre que jusqu'à cette heure-là, ils ne sont pas écoutés. Aujourd'hui, vous voyez tout ce monde-là, ça me surprend. Que tout ce monde-là soit là, malade, blessé par la faute de l'entreprise, et puis de rien, comme si de rien n'était. Qui ils ont informé? Comment ils ont entrepris leur démarche? Bon, là, ils sont là. Vous leur dites quoi exactement? Quand les gens entrent dans les entreprises, ce n'est pas quelqu'un forcément qu'on entre dans l'entreprise aujourd'hui. Et celui qui vous fait entrer dans l'entreprise vous dit, ah, ici, il y a un syndicat, il ne faut pas entrer dedans. Si tu es dedans là, ah, moi, je ne suis pas dedans. Donc quand ils s'en vont, les activités syndicales là, c'est eux-mêmes qui combattent les syndicats dans leur entreprise. Ils sont témoins. Tous ceux qui sont là sont tous témoins. C'est eux qui combattent les syndicats dans leur entreprise. Mais quand ils ont des sinistres, à qui ils s'adressent? C'est eux-mêmes, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire, et c'est comme ça que ça reste. Et puis, bon, le délai passe, et puis voilà, c'est perdu. On ne peut pas, dans une entreprise où il y a des syndicats, une DRH ne peut pas dire que tu es malade, tu sors de l'entreprise. Pourquoi? Est-ce qu'il est entré malade? C'est un accident de travail. Il y a des procédures. En général, même l'entreprise ne paye rien. Il suffit de déclarer à la CNPS et la CNPS paye le sinistre. Et pourquoi on refuse de déclarer les gens? Docteur Vanier Bita, alors est-ce que toutes les sociétés de Côte d'Ivoire aujourd'hui ont une obligation d'avoir un médecin en leur sein? Encore une fois, en se référant au Code du travail, l'obligation d'avoir un médecin en entreprise était, je dis bien était, dépendant du nombre d'employés. Par contre, l'évolution de la spécialité de santé au travail, la réalité justement des problématiques en milieu du travail, amène à ce qu'on prenne plus en compte le risque. Vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez avoir une entreprise qui a un nombre pléthorique d'employés avec un risque faible et au contraire une entreprise qui a moins d'employés mais des risques qui sont très importants, qui nécessitent un accompagnement spécialisé pour, et encore une fois je le répète, entamer des mesures de prévention pour prévenir justement les accidents de travail, les maladies professionnelles, tous ces aspects qui sont liés directement au travail. Donc je vous dirais que le Code du travail limite la présence du médecin pour l'instant encore au nombre d'employés, mais la réalité du terrain fait qu'aujourd'hui c'est le risque qui prime. Frères et sœurs, je vous dis merci d'être venus échanger avec nous. C'est déjà une bonne chose. Pour avoir de l'emploi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est difficile. C'est vrai que chacun de nous se lève le matin, il veut trouver absolument un travail pour nourrir sa famille, c'est vrai. Mais quand vous avez eu la chance que cette société ait porté son choix sur vous, le contrat qu'on vous le tend, il faut le présenter à des juristes. Vous ne pouvez pas signer un papier qui engage votre vie sans savoir exactement de quoi il s'agit. Vous avez vos droits en tant que travailleur. Vous avez des devoirs qui demandent que vous puissiez donc travailler pour la bonne marche de l'entreprise. Mais vous avez vos droits. Il faut qu'on les respecte. Il faut que vous vous renseigniez si vous êtes inscrit à la CNPS. Est-ce qu'il y a une assurance maladie? Est-ce qu'il y a ceci? Ce sont des éléments d'information importants. Et puis ne faites pas la rétention de l'information. Vous avez des syndicats, c'est pour aller demander aux syndicats, voici le traitement dont j'ai été l'objet dans mon entreprise. Qu'est-ce qu'on doit faire? S'il vous plaît, s'il nous plaît. C'est ensemble que nous allons participer donc au développement de ce pays. Mais ce n'est pas en méprisant vos propres employés. Vos employés, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. C'est ensemble que vous construisez donc le bonheur de cette entreprise. Ne les laissez pas sur la route. N'ayez pas besoin d'eux juste pour le travail. Contribuez à leur bien-être. Merci infiniment d'avoir participé et j'espère que chaque Ivoirien à son niveau va apporter sa modeste contribution pour ne plus qu'il y ait des accidents dans les différentes entreprises de la Côte d'Ivoire. Merci.